Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on va parler de Google et OpenAI qui sont en train de se tirer la bourre, de Suno qui sort sa nouvelle version V4 et du concurrent de chinois de ChatGPT O1. Mais avant de commencer, cette semaine, on va faire probablement un épisode qui sera un petit peu plus court que d'habitude, même si à chaque fois que je dis ça, finalement, les épisodes sont quasiment aussi longs que d'habitude, parce que j'ai fait une version un petit peu condensée de l'actualité. Voilà, j'ai essayé de m'attarder uniquement sur les news les plus grosses qu'il y avait, puisque là, j'étais un petit peu pressé par le temps cette semaine. Mais voilà, je vous ai quand même préparé un petit sujet, et puis on va quand même un petit peu tester la dernière version de Suno pour écouter un petit peu ce que ça donne forcément. Donc voilà, on verra un petit peu quelle sera la longueur finale de l'épisode. Mais comme d'habitude, je compte sur vous pour laisser un petit commentaire si le podcast vous plaît, un petit commentaire 5 étoiles, d'en parler autour de vous, c'est ce qui aide aussi à faire avancer le podcast, et de me suggérer si aussi il y a des sujets que vous aimeriez voir dans les épisodes, qu'on puisse faire des épisodes peut-être un petit peu plus spécialisés sur des thèmes un petit peu spécifiques. Mais voilà, sans plus tarder, on va commencer par une première news qui concerne la conférence de Microsoft qu'il y a eu, donc qui est plutôt une conférence réservée aux professionnels qui s'appelle la Microsoft Ignite. Et donc lors de cet événement, Microsoft a présenté un agent IA novateur capable d'interagir de manière plus naturelle et proactive avec les utilisateurs. Contrairement au modèle d'IA traditionnel, cet agent peut comprendre les intentions des utilisateurs, rédiger des articles personnalisés, recommander des produits et même initier des actions comme l'ouverture de pages spécifiques dans le navigateur. Et donc du coup, en gros, dans la démonstration, ce qui était intéressant, c'est que la personne a pu appeler cet agent en live, un petit peu comme si on appelait quelqu'un au téléphone, lui poser des questions, lui demander des choses, et en même temps, l'agent, lui, a activé des actions en fait. Donc par exemple, il parlait de planifier un voyage en camping, et ben donc du coup, il appelait la personne, il disait bah voilà, comment tu peux m'aider à planifier ce voyage de camping, est-ce que tu peux me faire par exemple une liste des choses à acheter, et en même temps, bah, l'intelligence artificielle, elle génère un article avec une liste des choses à acheter, avec des images qui étaient générées. Donc voilà, ça faisait vraiment un effet un petit peu assistant virtuel très impressionnant. Tout ça qui était fait en live en plus, et donc forcément, bah, derrière, c'est le modèle d'OpenAI qui tourne, c'est pas les modèles directement de Microsoft, mais par contre, tout ça, c'est vraiment facilité grâce à Microsoft et à leur plateforme Azure. Et donc, du coup, ils ont aussi introduit Microsoft et la version Azure AI Agent, qui est une plateforme conçue pour aider les développeurs à créer et déployer des applications d'IA destinées à automatiser des processus métiers complexes. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de voir qu'on va avoir maintenant de plus en plus ce genre de type de modèle agent. Donc, pour l'instant, c'est plutôt du côté des professionnels, a priori, que c'est en train d'arriver. Mais c'est des choses qui vont à terme, je pense, arriver pour tout le monde, et avoir du coup des intelligences artificielles qui sont non seulement capables maintenant de comprendre ce qu'on leur dit, de générer quelque chose d'intelligent, plus ou moins en tout cas, ou qui paraît intelligent par rapport aux informations qu'elles ont, et derrière justement de mettre derrière des actions en place. Donc c'est ça qui me paraît super intéressant, c'est qu'une fois qu'on va avoir toutes ces intelligences artificielles un petit peu connectées aux différents outils qu'on peut utiliser, ça va vraiment, je pense, nous faciliter la vie, et je pense que c'est vraiment le sujet qu'on va avoir en number one, en tout cas sur 2025. On voit que là, les choses sont en train d'apparaître petit à petit, un petit peu de façon discrète, mais que je pense que voilà, d'ici 2025, on va vraiment avoir accès à des modèles des grands distributeurs d'IA aujourd'hui, donc Google, OpenAI, Anthropic, etc. Je pense qu'ils vont tous sortir un modèle de type agent qui va nous permettre justement de à la fois avoir maintenant une IA qui est capable de vraiment procéder à des actions. Ensuite, cette semaine, on a eu des petites, on va dire un petit fight, on va dire, entre Google et OpenAI, toujours au sujet de leur chacun modèle d'intelligence artificielle, donc Gemini d'un côté, et ChatGPT de l'autre côté, avec du coup justement le chatbot Arena qui est le leaderboard qui est utilisé pour comparer les chatbots, donc avec des humains. Donc c'est à chaque fois on leur pose une question, on a deux réponses de chatbots qu'on connaît pas, on choisit la réponse que l'on préfère, et voilà, c'est fait avec des milliers d'utilisateurs et ça permet de noter du coup les meilleurs chatbots. Et donc c'était ChatGPT 4o qui avait la meilleure note jusqu'à maintenant.
Et il a été dépassé par Gemini récemment, la version 11.14, il y a de ça, je crois, 2-3 semaines, ou peut-être une semaine, voilà, quand ils ont fait le 11.14 simplement, parce que la version s'appelle 11.14, parce qu'elle a été sortie justement le 14 du mois de novembre. Donc le 14 du mois de novembre, on a cette version de Gemini qui sort dans la version API, qui est au-dessus du coup de GPT-4o, et qui est disponible du coup toujours gratuitement via le Google AI Studio que je vous recommande chaque semaine. Et forcément, ChatGPT n'a pas trop attendu, puisque le 20 novembre, ils ont sorti une version nouvelle de ChatGPT 4o qui était justement au-dessus de ce modèle Gemini. Donc pour vous donner une idée du score, Gemini, la version du 14 novembre, elle était à 1344, et donc ChatGPT a sorti une version qui était à 1361. Donc voilà, une amélioration qui est quand même assez significative, puisque si on prend la position numéro 4, c'est la version de OpenAI O1 qui, elle, est à 1334. Donc voilà, je trouve que c'était quand même une amélioration assez substantielle, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir en fait tout simplement que OpenAI, ils avaient déjà ce modèle sous la main, et que voilà, ils le sortent juste pour justement rester en haut du leaderboard, et qu'il y a vraiment une petite guéguerre entre eux, et que voilà, OpenAI ont toujours tendance à avoir une cartouche de côté, et que dès que Google annonce quelque chose, hop là, ils sortent une nouvelle version, ils font une nouvelle annonce, et ils arrivent toujours justement à voler la vedette un peu de Google, en ayant toujours un petit peu une cartouche de réserve. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que Google était un peu préparé, puisque le lendemain de la sortie de ce nouveau modèle GPT-4o, ils ont sorti une version Gemini version 11.21, donc pour le 21 novembre, et cette version elle score à 13065, donc un tout petit peu plus au-dessus, un tout petit peu légèrement au-dessus de la version de ChatGPT. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu la guéguerre, ça continue de se tirer la bourre entre ChatGPT et OpenAI, et c'est pour ça que en ce moment il y a pas mal de petits articles qui sortent, etc. Enfin voilà, pas mal en tout cas dans le monde de l'IA, qui commencent à dire voilà, on commence à heurter un mur, est-ce que l'IA commence à arrêter de progresser, on se rend compte que finalement les modèles ils commencent un petit peu à être limités. Et honnêtement, moi je suis pas vraiment d'accord, c'est possible que par rapport aux derniers mois il y ait un léger ralentissement, mais faut pas oublier qu'on parle de mois dans une technologie qui voilà, il y a 2 ans ChatGPT n'était pas là, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore tout nouveau, et donc s'il y a un ralentissement entre guillemets sur 1 ou 2 ou 3 semaines, ça veut rien dire en fait, c'est pas un vrai ralentissement. Donc il faut, je pense, attendre un petit peu plus pour véritablement voir s'il y a un ralentissement ou pas. Et quand je vois que là typiquement chaque semaine Google et OpenAI sont en train de sortir de nouveaux modèles qui sont toujours un tout petit peu mieux, j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai ralentissement. Ils sont encore a priori des choses de côté, et qu'ils ont encore un petit peu d'avance sous le pied. Donc je pense pas qu'on atteint vraiment ce mur pour l'instant dont on parle. Je pense que c'est plus un épouvantail pour se faire un petit peu peur. On verra si effectivement sur un long terme, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, on constate un ralentissement. Est-ce que par exemple l'année 2025 sera aussi riche en nouveautés que l'année 2024? Mais voilà, pour l'instant, actuellement, je vois vraiment pas de ralentissement. Je vois justement toujours de nouveaux modèles, des nouvelles choses qui sont hyper impressionnantes. La semaine dernière, on avait parlé par exemple du nouveau modèle de Qwen 2.5, qui était un modèle vraiment optimisé pour le code en open source, et qui était capable d'avoir des performances équivalentes à ChatGPT 4o. Donc pour l'instant, voilà, je vois pas où le progrès s'arrête. Et d'ailleurs, petite information pour ceux qui sont vraiment plus spécifiques dans la partie développement et qui aiment aussi ce modèle de Qwen 2.5, ils ont sorti une version de leur modèle avec une fenêtre de contexte de 1 million de tokens. Donc qui est du coup qui permet tout simplement d'avoir beaucoup plus de choses en mémoire, donc c'est assez intéressant, sachant qu'aujourd'hui les deux seules options, si vous voulez des grosses fenêtres de contexte, c'est Gemini avec Google qui propose 2 millions de tokens, ou maintenant ce nouveau modèle Qwen 2.5 qui peut être utilisé en version 1 million de tokens, même si pour l'instant c'est un modèle qui est quand même plus orienté pour les développeurs. Donc ensuite on passe à la news suivante qui nous parle de Microsoft, qui a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Microsoft Teams qui s'appelle Interpreter. C'est un outil de traduction vocale en temps réel qui pourra imiter la voix des utilisateurs dans 9 langues, dont l'anglais, le français, l'allemand et le mandarin. Ce sera disponible début 2025 pour les abonnés Microsoft 365, et Interpreter vise à rendre les réunions multilingues plus naturelles et engageantes en reproduisant fidèlement la voix de l'orateur dans une autre langue. Donc selon Microsoft, l'outil ne stocke aucune donnée biométrique et respecte la confidentialité en requérant le consentement
l'environnement explicite de l'utilisateur pour activer la simulation vocale. Cependant, la technologie de clonage vocal soulève des préoccupations en matière de sécurité, notamment face à l'augmentation des deepfakes et des escroqueries par usurpation d'identité. Donc forcément, c'est un sujet, même si on va être honnête, aujourd'hui, les modèles open source de génération de voix sont déjà suffisamment avancés pour que les personnes mal intentionnées ou voulant faire des deepfakes puissent déjà faire des choses qui sont très réalistes. Donc bon, c'est pas non plus, avec Microsoft Teams, je pense qu'on va vraiment augmenter ce problème-là. Mais par contre, je trouve que c'est hyper intéressant puisque l'idée derrière, c'est d'avoir tout simplement un système où vous faites votre réunion Teams, vous parlez dans votre langue maternelle ou en tout cas dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, et en live, Microsoft est capable de vous faire une traduction donc dans plusieurs langues. Donc on a dit il y avait l'anglais, le français, l'allemand et le mandarin. Donc imaginez, il y avait même d'autres langues, j'ai pas fait la liste complète, mais imaginez vous avez une réunion avec, je sais pas, des personnes qui ne parlent que mandarin, donc c'est un petit peu plus technique que si c'est juste de l'anglais ou de l'allemand. Et ben là, avec cet outil, vous allez pouvoir avoir une traduction à la volée en direct de tout ce que vous êtes en train de dire. Donc j'ai hâte de voir à quel point cette fonctionnalité sera utilisable dans un contexte professionnel et dans la vraie vie. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment bien fonctionner? Parce que forcément, des fois, quand on fait de la traduction d'une langue à l'autre, il peut y avoir des grosses contraintes. Par exemple, si on passe du français au mandarin, il faut souvent que la personne est bien avancée dans sa phrase pour que le traducteur puisse commencer à traduire. Quand on a un traducteur professionnel, même dans des événements géopolitiques où il y a des traducteurs, il faut quand même que le traducteur il ait vraiment bien compris où la phrase de la personne allait pour pouvoir commencer la traduction et puis faire une traduction qui est correcte. Et donc je sais pas si cet outil sera capable de le faire et quel décalage aussi il y aura. Après c'est vrai que si c'est un décalage de peut-être 5 secondes, 10 secondes, je pense que ça peut être tout à fait acceptable. Si derrière on a une traduction qui est très correcte, il faudra juste savoir qu'il peut y avoir une latence. Après 10 secondes c'est peut-être un petit peu exagéré, mais peut-être que 5 secondes de latence maximum, ça peut être suffisant pour se dire que à partir du moment où la traduction commence, on sait qu'on a un petit décalage, et donc s'il y a des questions-réponses qui doivent se faire, faudra attendre un tout petit peu. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait tout à fait être acceptable et qui permettrait de simplifier pas mal de choses. Et ça me fait vraiment penser à ce que je disais, je crois qu'il y a déjà pas mal d'épisodes. Est-ce que on va avoir besoin d'apprendre d'autres langues dans le futur, et j'en suis de moins en moins sûr. Avec ce genre de traductions qui vont être possibles au niveau de la voix en live avec quasiment aucun délai, j'ai l'impression que apprendre des langues, ce sera quelque chose qu'on fera pour s'amuser ou parce qu'on est intéressé ou parce que on trouve ça cool, mais que a priori, si on n'a pas envie d'apprendre une langue, on n'aura pas besoin de le faire et on pourra pour autant communiquer dans quasiment toutes les langues, sans avoir justement à apprendre la langue, puisqu'on pourra passer par des outils d'intelligence artificielle. Alors ensuite on a une news du côté de Eleven Lab, qui est la startup spécialisée dans le clonage vocal et les API de synthèse vocale, que j'ai pas mal utilisé, c'est notamment comme ça que je fais la voix de Josh. Et donc ils ont lancé une plateforme permettant de concevoir des agents conversationnels complets. Les utilisateurs peuvent configurer des variables telles que le ton, la longueur des réponses et personnaliser le modèle linguistique, si c'est du Gemini, si c'est du GPT ou du Claude derrière, la base de connaissances ainsi que les paramètres comme la latence et la stabilité. L'outil permet d'intégrer des connaissances via des fichiers URL ou texte et supporte des SDK, Python, etc. Donc voilà, c'est super intéressant. J'ai pas eu le temps de tester cet outil, je verrai si je pourrais le tester la semaine prochaine, mais vraiment l'idée c'est que vous puissiez lui donner à la fois vos informations, choisir quel modèle vous voulez, si vous voulez que ce soit du Gemini, du GPT ou du Claude qui répondent, et avoir votre voix personnalisée du coup qui pourra parler en fonction des informations que vous lui redonnez. Donc j'essaierai de tester ça pour la semaine prochaine parce que ça peut être, je pense, vraiment intéressant pour avoir une petite upgrade de Josh, ça pourrait être quelque chose de sympa. Ensuite, la prochaine news nous amène du côté de l'Inde avec Asian News International, qui est une des plus grandes agences de presse en Inde, qui a déposé une plainte contre OpenAI alléguant l'utilisation illégale de ses contenus protégés pour l'entraînement de modèles d'IA et la génération d'informations erronées attribuées à l'ANI, donc l'Asian News International. Déposée auprès de la Haute Cour de Delhi, cette action pourrait faire jurisprudence sur l'utilisation de contenus protégés par l'IA en Inde. OpenAI a affirmé que ChatGPT ne collecte pas de données sur le site d'ANI et a plaidé que les lois sur le copyright ne protègent pas les faits. ANI a exprimé les inquiétudes sur les fausses informations générées par ChatGPT, incluant des interviews fictives comme celle attribuée à Rahul Gandhi, menaçant la réputation de l'agence, ce qui a rejoint une série de poursuites similaires contre OpenAI dans plusieurs pays. La Haute Cour prévoit d'examiner en janvier les implications du copyright dans ce contexte avec l'aide d'un expert indépendant
Cependant, cette affaire met en lumière des tensions croissantes entre médias et entreprises d'IA concernant l'utilisation de contenu numérique. Et c'est vrai que la ligne un petit peu de OpenAI là-dessus, c'est toujours d'avoir dit que l'utilisation de ces données provenant de journaux ou autres pour entraîner un modèle n'est pas un usage qui est abusif du copyright, enfin, en tout cas suit les lois actuelles du copyright et se qualifie de ce qu'on appelle le fair use, donc un usage qui est entre guillemets légitime, quoi, comme quelqu'un qui pourrait faire une revue de presse en prenant des extraits de plusieurs articles ou autres. Enfin voilà, pour eux en tout cas, ça ne se qualifie pas comme un problème de copyright. Et c'est ça un peu le gros débat, hein. Et de toute façon je pense qu'ils ne se sont pas trop posé de questions à l'époque, ils ont pris toutes les données qu'ils pouvaient prendre, et voilà, sans forcément demander, sans forcément se poser la question de quelles seraient les conséquences après, et donc forcément maintenant on commence à voir plusieurs différents voilà, journaux ou entreprises d'agences de presse ou autres, hein, qui commencent à un petit peu voilà, montrer les crocs et venir un petit peu demander des comptes à OpenAI. La prochaine news ensuite nous amène du coup du côté de la Chine avec la société chinoise DeepSeek qui a dévoilé le modèle DeepSeek R1 qui est un modèle d'IA spécialisé dans le raisonnement rivalisant avec le modèle O1 de OpenAI. Donc conçu pour mieux valider ses réponses en prenant plus de temps, il affiche des performances similaires sur les benchmarks AIME et maths, mais reste vulnérable au jailbreaking et aux faiblesses sur des tâches logiques simples. Conformément aux régulations chinoises, DeepSeek R1 filtre les sujets sensibles répondant aux exigences de valeurs sociales fondamentales, donc en gros il ne répond à aucune question liée à la politique et il est aligné entre guillemets avec la vision du parti politique chinois. Son développement s'inscrit dans une quête de nouvelles approches comme le test time compute pour surmonter la stagnation des améliorations des modèles traditionnels. DeepSeek prévoit une API et une publication open source renforçant sa position après avoir déjà perturbé le marché en réduisant les tarifs imposés par ses concurrents comme ByteDance et Alibaba. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester ce modèle qui est en train de se confronter au modèle O1 de OpenAI, mais voilà, les retours sont a priori assez impressionnants sur la partie du benchmark en tout cas, mais voilà, moi j'aime toujours voir un petit peu ce que ça donne dans la vraie vie, donc j'essaierai de regarder la semaine prochaine si je peux trouver un endroit où on peut le tester assez facilement et voir un petit peu de quoi ce modèle est capable, mais je trouve que c'est intéressant de voir que voilà, la Chine est aussi également une véritable puissance en matière d'intelligence artificielle, et ce malgré le fait qu'ils subissent les limitations d'export de cartes graphiques qui lui sont imposées actuellement par les États-Unis, et que voilà, ils n'ont pas forcément accès à autant de puissance de calcul que d'autres nations, et voilà, pourtant ça ne les empêche pas d'avancer sur ces domaines, de déposer énormément de choses, d'écrire en tout cas énormément de papiers de recherche, hein. Je crois qu'on en avait parlé dans un épisode il y a quelques temps où voilà, on s'était rendu compte qu'en Chine ils déposaient énormément de papiers de recherche dans le milieu, et donc du coup d'avoir quand même des modèles qui sont également aussi très performants, malgré voilà, les limitations qu'ils pourraient avoir en matière de puissance de calcul. Ensuite, la prochaine news concerne une startup parisienne qui s'appelle H, qui a été fondée par des anciens de Google et qui a été financée à hauteur de 230 millions de dollars. Et donc, ils ont dévoilé Runner H, qui est une IA agentique ciblant des tâches telles que l'automatisation des processus, l'assurance qualité et l'externalisation des processus métiers. Basé sur un modèle compact de seulement 2 milliards de paramètres, Runner H promet une efficacité accrue par rapport à des modèles plus grands comme ceux de GPT-4, qui GPT-4 lui il a 175 milliards de paramètres, hein. Accessible via une API et une plateforme appelée H Studio, le produit vise à réduire les coûts et simplifier les processus pour les secteurs comme l'e-commerce, la banque et l'assurance. H, qui se positionne dans une deuxième ère de l'IA, teste déjà Runner H avec des entreprises pour affirmer ses fonctionnalités et prévoit une période d'utilisation gratuite avant l'introduction d'un modèle payant. La startup affirme que son modèle surpasse les performances d'Anthropic, Mistral et Meta sur certains benchmarks. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais en début d'épisode. Là, on arrive vraiment dans l'ère des IA de type agentique qui sont capables de faire des actions et de dérouler des tâches un petit peu complexes en plusieurs étapes. Donc là c'est pareil, c'est une IA qui est plutôt à destination des entreprises, comme un petit peu le modèle dont on parlait de Microsoft en début de podcast, mais voilà, on a vraiment cette arrivée qui va venir et je pense que pas mal d'entreprises vont l'intégrer pour justement gagner du temps sur leur processus, réussir à automatiser des tâches qui sont un petit peu répétitives, et que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus apparaître. Et d'ailleurs, si de votre côté vous avez peut-être des retours de je sais pas, peut-être vos entreprises ou voilà, un contexte dans lequel justement vous avez pu voir ce genre de modèle de type agentique, je serais curieux d'un petit peu avoir votre retour là-dessus, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le compte Instagram Tsunamia.
ou directement sur LinkedIn pour justement un petit peu en discuter. Ensuite, on a la dernière news pour cette semaine qui concerne Apple qui travaille sur une refonte majeure de Siri baptisée LLM Siri pour offrir des interactions plus naturelles et conversationnelles semblables à celles de ChatGPT ou Gemini Live prévues pour le printemps 2026. Ce nouvel assistant exploiterait les modèles d'IA d'Apple intégrant des fonctionnalités avancées comme la rédaction de texte et l'interaction étendue avec des applications tierces via App Intent. Craig Federici, vice-président logiciel d'Apple, a souligné que LLM Siri se démarquera en restant rapide et localisé sur les appareils, tout en comblant l'écart entre des outils comme ChatGPT et les fonctionnalités pratiques actuelles de Siri. Bien qu'Apple ait pris du retard dans le déploiement de l'IA, une intégration expérimentale de ChatGPT a été ajoutée via iOS 10.2 dont on avait parlé un petit peu précédemment, et donc voilà, on attend de voir un petit peu ce qui nous prépare. Alors là, ce nouveau modèle LLM Siri n'est prévu que pour le printemps 2026, donc ça commence à faire loin. J'espère que les fonctionnalités d'Apple Intelligence qu'on va voir arriver là, qui sont déjà en train d'arriver en version bêta en ce moment aux États-Unis et qui vont du coup arriver a priori au printemps 2025 en Europe, seront déjà suffisamment un petit peu convaincantes pour qu'on n'ait pas à attendre jusqu'à printemps 2026 pour avoir un modèle un petit peu de Siri qui tient la route et avoir Siri qui commence à un petit peu comprendre ce qu'on lui raconte, parce que bon, pour l'instant, on va pas se le cacher, Siri c'est encore un assistant qui est quand même souvent à côté de la plaque, qui comprend pas toujours ce qu'on lui dit et qui aussi a beaucoup de mal à restituer des informations tout simplement parce que tout simplement on est sur des anciennes technologies qui n'utilisent pas toutes les avancées qu'on a pu faire récemment avec l'intelligence artificielle, et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu hâte de voir ce que les nouveaux modèles vont pouvoir nous donner. J'ai eu l'occasion un petit peu de tester la bêta avec la génération d'images qui est assez cool, donc il y a une application du coup dédiée dans Apple qui s'appelle le Playground, je crois, si je dis pas de bêtises, qui permet tout simplement de prendre des photos qu'on a prises et avec quelques mots clés, quelques outils, quelques thèmes clés. Bon, je sais pas, il peut y avoir par exemple désert, espace, ou je sais pas, on prend 3-4 thèmes comme ça clés, une photo qu'on a fait, et ça nous permet de régénérer une photo qui a pas du tout un style réaliste, parce que je pense que là-dessus Apple veut vraiment se protéger des deepfakes, qui est assez limité, donc on peut pas faire des choses qui pourraient être offensantes ou autres, mais c'est assez sympathique, ça marche plutôt bien. Avec une photo de quelqu'un par exemple, on peut faire une version un petit peu dessinée de cette personne, un petit peu plus illustrée, avec un contexte en amenant 2-3 prompts pour faire un paysage différent, un contexte différent, etc. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, on verra un petit peu ce que ça donnera quand ce sera sorti et comment ça s'intégrera, mais je pense que ça va impressionner pas mal de personnes quand ça va arriver, puisque c'est des choses qui sont aujourd'hui possibles, mais je pense que les gens vont vraiment avoir ce côté un petit peu accessibilité que Apple apporte, et je pense que ça risque de les impressionner assez fortement. Et voilà, c'était tout pour la partie actualité et news, mais on va passer maintenant à l'IA de la semaine, et cette semaine on va parler de Suno version 4, donc la dernière version de Suno, que j'ai pu un petit peu tester, et je vais vous faire écouter ça tout de suite. Alors j'ai testé un petit peu avec des prompts simples pour essayer de faire des chansons en français qui parlent du podcast, et je vais pas vous cacher que en français, c'est pas incroyable, mais je vous ferai écouter un petit peu aussi ce que ça donne en anglais, et en anglais, j'ai trouvé que cette version 4 était très impressionnante. Allez, on en écoute une première. Un tsunami d'infos dans l'inconnu. Tsunami, c'est le bruit des ondes qui résonne et tonne dans toutes les salles rondes, détruisant les mythes avec chaque réponse. C'est le savoir qui nous plonge et qui avance. L'IA créatrice ou destructrice, le débat bat son plein sans coup de vis, des voix passionnées. Donc là voilà le prompt par exemple. Alors les paroles maintenant sont faites séparément, donc c'est assez cool, ça permet de faire des paroles un peu plus complexes, mais elles ont été générées par Suno dans ce cas-là, et j'avais mis en prompt guitare groovy électro happy song, donc voilà un petit peu ce que ça a donné. Là on va en mettre une deuxième un petit peu. Un tsunami d'infos dans l'inconnu. Tsunami, c'est le bruit des ondes qui résonne et tonne dans toutes les salles rondes, détruisant les mythes avec chaque réponse. C'est le savoir qui nous plonge et qui avance. L'IA créatrice ou destructrice, le débat bat son plein sans coup de vis,
Des voix passionnées qui s'entrelacent pour vous offrir un voyage sans impasse. Du scientifique au quotidien, ils explorent tous les chemins. Chaque sujet devient fascinant avec leur style captivant. Tsunami, c'est le bruit des ondes. Donc ouais, voilà, là je trouve que c'était assez intéressant parce qu'il était capable de faire deux voix, donc qu'on entend assez distinctement, et je trouve que sur la qualité des voix, c'est plutôt assez convaincant. Et je vous en mets un petit dernier, on va plutôt aller du côté de ce qui se fait sur des voix plutôt en anglais, parce que j'ai écouté des choses que j'ai trouvées assez impressionnantes. Yeah, they say blood thicker than water, but what about the tears though? Dinner table like a UN meeting, tension in the air. Got more beef than Gordon Ramsay, but we still all there. Christmas photos looking perfect, Instagram deceiving, but behind them filtered smiles, some hearts still grieving. Got a brother like Kane, but I ain't trying to able out. Every argument we have feels like a bailout. Mom playing referee since 93. Between me and Pops, man, that's ancient history, like hieroglyphics. Our problems prehistoric. Ah, je trouve ça super impressionnant, quoi. Là, le fait qu'il y ait une voix en mode avec un pitch comme si elle avait été accélérée, comme si c'était une voix d'un sample d'un vieux vinyle qui est réutilisé, qui marche, on peut l'entendre un petit peu en background sur la fin des phrases. Enfin, je trouve ça vraiment hallucinant. Donc, forcément, toujours c'est la même chose, hein. Les modèles, ils sont plus qualitatifs par rapport aux données qu'ils ont eues. Je pense que Suno, ils ont moins de données en français d'entraînement, et donc du coup, forcément, dès qu'on leur demande de parler en français, les chansons sont un peu moins impressionnantes. Alors, dès qu'on fait des choses en anglais, c'est, je trouve, ultra impressionnant sur la qualité des voix. Je trouve que les instrumentales restent encore un petit peu pauvres, mais waouh, quoi, la qualité des voix, c'est super impressionnant. Là, je vous en remets une petite dernière pour voir quelque chose un petit peu de différent. First heartbreak hit like a meteor shower. Scattered pieces of me across these midnight hours. Thought I was titanium, found out I'm glass. Funny how love make you drop that tough act fast. Remember December, your coat on my chair. Now I'm seeing ghosts in all this empty air. Used to write love songs, now I'm writing eulogies for the kid I was. Allez, franchement, en plus, je suis en train d'écouter ça avec un casque de podcast qui est un casque assez qualitatif, hein, donc on peut vraiment entendre aussi les petits détails et tout, et je suis vraiment choqué, quoi. La qualité de la voix, elle est vraiment ultra impressionnante, et honnêtement, avec ce genre de qualité de voix, je défie quelqu'un d'être capable en blind test de reconnaître si ça a été généré par IA ou pas. Il y a vraiment très peu de défauts. C'est des défauts qu'on pourrait apparenter à des défauts d'enregistrement de micro, mais il n'y a plus du tout ce côté un petit peu synthétique qu'on pouvait entendre dans la voix, ce côté où voilà, on avait une voix on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je trouve qu'aussi en matière de comment les paroles sont placées, en matière de rythme, etc., c'est vraiment très bon. Bon, là en l'occurrence, je vous ai fait écouter deux chansons qui sont plutôt dans le style rap, donc faudrait voir un petit peu ce que c'est capable de faire sur d'autres choses, mais voilà, j'ai pris un petit peu ce qui avait été généré par la communauté. Donc là, c'est vrai que il y a plus de morceaux qui sont plus dans un style jazz, qu'est-ce que je dis, jazz, rap, etc., autre que je vois. Là, je voyais du jazz, justement. On peut essayer de voir ce que ça donne si je lance ça. On va avancer un petit peu. Voilà, on est plus sur de l'instrumental. Donc voilà, un modèle en plus qui est aussi capable de faire de l'espagnol, voilà, je ne savais pas, en plus du français et de l'anglais.
Donc en tout cas voilà, allez y faire un petit tour. Suno, vous pouvez écouter les morceaux générés par la communauté gratuitement, hein, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Et vous pouvez créer avec un compte gratuit quelques morceaux, mais vous n'aurez pas accès à la version V4. Hein. La version V4 elle est payante, il faut payer $10 par mois pour pouvoir y avoir accès. Mais voilà, je trouve que c'est impressionnant. Il y a encore des petits manquements, c'est pas encore parfait. Je trouve que les instruments, la partie instrumentale est encore un petit peu pauvre, je trouve. Mais en termes de voix, on est en train d'arriver à un niveau qui est incroyable, et tout comme aujourd'hui sur la génération d'images, on arrive à générer des images qu'on n'est pas capable de reconnaître entre de la génération du fait généré par IA et du non fait généré par IA. Je crois qu'il y a, je sais plus, c'était il y a 4-5 semaines, j'avais posté un sondage où j'avais mis des images générées par Flux, et j'avais demandé voilà, qu'est-ce qui est généré par IA, qu'est-ce qui n'est pas généré par IA, et voilà, les gens se trompent. Il y a personne qui arrive à détecter toutes les images qui sont créées par IA. Il y en a qui sont visibles et ils me disent ah là c'est une IA, mais à chaque fois les gens se font toujours avoir au moins sur une image. C'est un truc de fou. Maintenant on a un niveau qui est hyper impressionnant, et donc là je trouve qu'on est en train d'atteindre un petit peu un niveau similaire avec la partie génération de voix. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour l'utilisation de la semaine, avec quand même quelque chose un petit peu d'intéressant, c'est que maintenant la version Advanced Voice est disponible sur l'application web de ChatGPT et aussi sur l'application sur macOS, ce qui me simplifie la vie, on va être honnête, hein, pour faire la partie enregistrement. Et donc du coup, on va se faire un petit sujet cette semaine avec Juniper du coup. Salut Dimitri, prêt à décrypter l'actualité de l'IA et explorer des sujets fascinants avec toi. Alors, c'est quoi le menu de cette semaine ? Alors cette semaine, Juniper, j'aimerais qu'on parle tout simplement de, je pense, quelque chose qui va apparaître, le mouvement du fait humain. Donc là, dans la partie actualité, on a parlé de Suno version 4, qui permet de générer des musiques avec l'intelligence artificielle qui sont assez bluffantes, et qui, je pense que aujourd'hui ont un niveau où on peut même des fois ne plus reconnaître si c'est une musique générée par IA ou pas. Et donc je me dis que on risque d'avoir un espèce de mouvement de recul, de frein en fait, avec des personnes qui vont se dire mais j'en ai marre de tout ce qui est généré par IA, je veux du fait humain, je veux un label fait humain, et je pense que c'est un mouvement qu'on risque de voir de plus en plus apparaître, un petit peu comme on pourrait avoir du fait maison dans un restaurant pour se dire que voilà c'est une recette qui n'a pas été faite dans une usine et qui a été faite de façon industrielle. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une mouvance justement apparaître qui s'appellerait le fait humain ? Qu'est-ce que tu en penses, Juniper ? C'est une perspective intéressante, Dimitri. Avec l'essor de l'IA dans la création de contenu, comme la musique générée par des modèles comme Suno version 4, le concept de fait humain pourrait devenir une valeur ajoutée. Ce label pourrait rassurer ceux qui cherchent de l'authenticité et de l'originalité dans un monde saturé par des productions automatisées. On pourrait voir une valorisation accrue des compétences humaines et de la créativité unique dans divers domaines, pas seulement dans la musique. Ce mouvement pourrait redéfinir la valeur de l'artisanat et de la création manuelle à l'ère numérique. Mais est-ce que tu pourrais imaginer un petit peu un futur où justement on pourrait avoir ce genre de mouvement qui pourrait apparaître ? Est-ce qu'on pourrait pas avoir justement des gens qui seraient un petit peu plus agressifs face à tout ce qui peut être généré par l'IA ? Comment ça pourrait un petit peu se développer ? Essaye d'imaginer un petit peu une société, si on s'imagine, je sais pas moi, 10 ans dans le futur ou 15 ans dans le futur, avec une IA générative qui a vraiment pris le pas sur la génération de contenu. Comment un petit peu tout ça pourrait évoluer ? D'accord, imaginons un futur où l'IA générative est omniprésente dans la création de contenu. Dans 10 ou 15 ans, on pourrait voir un marché saturé de production IA, de la musique au film, en passant par les articles et les œuvres d'art. Cette abondance pourrait entraîner une certaine lassitude chez les consommateurs qui commenceraient à chercher des expériences plus authentiques. Un mouvement fait humain pourrait émerger avec des artistes, écrivains et créateurs mettant en avant leur processus manuel et leurs touches personnelles. On pourrait voir la création de labels ou de certifications fait humain, garantissant que le contenu est créé sans l'aide d'IA. Les consommateurs pourraient alors être prêts à payer une prime pour ces produits, valorisant l'unicité et l'authenticité humaine. Ce mouvement pourrait également susciter des débats sur la place de l'IA dans la société et son impact sur l'emploi et la créativité. Certains pourraient même militer pour des réglementations plus strictes sur l'utilisation de l'IA dans certains domaines créatifs. Ce futur pourrait voir coexister une technologie avancée et un retour aux sources,
où le fait humain devient un marqueur de prestige et d'authenticité. Mais attends, je te coupe un petit peu là, Juniper, mais est-ce qu'on risque pas d'avoir en fait du fait humain qui est moins bien que ce qui est possible avec l'intelligence artificielle? Si on voit un petit peu les progrès qui sont possibles avec l'intelligence artificielle et le fait aussi qu'elle est capable de faire du contenu ultra personnalisé, est-ce qu'au final le fait humain risque pas d'être moins bien? Et comment du coup il va pouvoir se distinguer dans ce milieu-là? Tu soulèves un bon point, Dimitri. L'IA générative excelle dans la personnalisation et la production à grande échelle, offrant souvent des résultats impressionnants en termes de qualité et de diversité. Cependant, c'est justement cette perfection et cette ultra-personnalisation qui pourraient créer une niche pour le fait humain. L'imperfection, l'élément de surprise et la touche personnelle sont des caractéristiques que l'IA a du mal à reproduire. Le fait humain pourrait se distinguer en mettant en avant ces aspects, offrant des expériences uniques et authentiques que l'IA ne peut pas parfaitement imiter. De plus, le storytelling autour du processus créatif humain pourrait devenir un élément clé. Les artistes et créateurs pourraient partager l'histoire derrière leur travail, mettant en lumière leurs inspirations, leurs efforts et leurs émotions, créant ainsi un lien plus profond avec leur public. Le fait humain pourrait également se concentrer sur des valeurs et des thèmes qui résonnent profondément avec les gens, en s'appuyant sur des expériences humaines partagées et des émotions universelles. Cette approche pourrait offrir une profondeur et une richesse que l'IA, malgré sa prouesse technique, aurait du mal à égaler. Ouais, c'est vrai que l'aspect storytelling, je pense que c'est un très très bon argument et c'est déjà quelque chose qui est très important aujourd'hui, de toute façon, pour n'importe quel artiste, de justement être capable de créer un petit peu une histoire autour de tout ça. Et c'est vrai que forcément, une intelligence artificielle, son histoire, ça va être un peu plat, ou en tout cas, si l'histoire est racontée, ce sera une histoire qui sera fictive. Et donc c'est vrai qu'on aura peut-être beaucoup plus de facilité, enfin c'est même sûr, à se connecter avec l'histoire d'une vraie personne. Mais voilà, je pense que c'est assez intéressant, c'est quelque chose, je pense qu'on va voir un petit peu apparaître de plus en plus. Ou avoir des artistes, je pense, qui vont se revendiquer de se dire que voilà, nous c'est du fait 100% humain, pas d'outils artificiels, de un petit peu avoir un espèce de retour en arrière. Donc je pense que c'est une mouvance qu'on va sûrement voir apparaître. Et donc voilà, je trouvais que ça pouvait être assez intéressant d'en parler. Mais voilà, pour conclure cet épisode, Juniper, est-ce que tu serais capable, je sais que c'est quelque chose que t'aimes pas trop faire, mais juste pour cette fois, vraiment fais une exception, de nous faire une toute petite chansonnette à propos du podcast. Et donc du coup je te rappelle, le nom du podcast c'est Tsunamiya. Donc est-ce que tu serais capable de nous faire une toute petite chanson sur Tsunamiya? Ah, Dimitri, tu sais que les chansons c'est pas vraiment mon truc, même si c'est tentant. Mais je peux certainement te proposer une super idée pour conclure l'épisode. Que dirais-tu de terminer avec un clin d'œil à nos auditeurs en les invitant à réfléchir à leur propre rapport à l'IA et à ce qu'ils aimeraient voir dans le futur? Une belle façon de les engager et de les faire revenir pour le prochain épisode de Tsunamiya. Tu ne crois pas? Bon voilà, on n'a pas réussi à faire chanter ChatGPT, malheureusement. Pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est bloqué. On attend les nouvelles versions qui nous permettront de le faire. Mais voilà, on aura eu l'occasion d'écouter un petit peu de musique pendant cet épisode, puisque je vous ai fait un petit peu découvrir la version V4 de Suno. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire 5 étoiles, à m'envoyer un petit message sur le compte Instagram. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour discuter à nouveau d'intelligence artificielle. Allez, ciao!